On s'est réveillé à Ouagadougou avec une excellente pluie, en tout cas une pluie bienfaisante parce que ça rend notamment la température glacée. Ça fait qu'on a une matinée agréable. En tout cas, et c'est à cette matinée qu'on vous dit bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Bonjour le Faso. Merci de nous suivre, merci de nous renouveler votre fidélité. Alors, cette semaine, on s'intéresse pour la rubrique à la découverte de donc à l'histoire de Dim de l'Obsom et celui-là qui a travaillé sur l'histoire de ce chef coutumier et intellectuel. Il faisait partie des premiers intellectuels du Burkina Faso. Et il s'agit donc de Dim de l'Obsom, bien sûr, et c'est Maître Frédéric Titenga Passéré qui a produit des travaux de recherche et qui a écrit des livres sur l'homme. Donc, nous sommes allés interviewer Maître Frédéric Titenga Passéré et tout à l'heure, vous allez écouter son témoignage dans la rubrique à la découverte de. Tout à l'heure, vous aurez également la revue de presse avec Alphonse Ouitrago. Et aujourd'hui, pour un œil sur la société, on s'intéresse au ramassage du sable dans les quartiers ou sur les voies publiques, justement. Ça peut créer également donc des dommages pour nos sols, mais également pour les usagers et les riverains. Donc, on va parler de tout ça dans la rubrique Un œil sur la société. Merci de vous installer confortablement. Nous sommes ensemble jusqu'à 9h sur Savane TV. On part tout de suite et maintenant pour la première rubrique de cette émission. Et on part à la découverte, bien sûr, de l'histoire de Dim de l'Obsom, donc Ounaba Koutou, le roi fer de Sao, qui nous a quittés malheureusement. Et on revient. Une année, un chef coutumier vient chez moi et il dit « Je suis Naba Tanga de Sao ». Dim de l'Obsom, c'est mon père, entre guillemets. Mais je porte à votre connaissance que Dim de l'Obsom n'a pas eu d'enfant. Il a été attaqué par les sorciers. Il a écrit un livre sur les sorciers, le secret des sorciers noirs. Les sorciers ont dit ben, on t'a donné des précisions sur la sorcellerie pour que tu gardes pour toi, africain comme nous. Tu as pris ça pour montrer aux Blancs. Tu vas mourir sans avoir d'enfant. Dim de l'Obsom a pris une femme. Pas d'enfant. Il a pris une deuxième femme. Pas d'enfant. Il a pris une troisième femme. Pas d'enfant. Quand Dim de l'Obsom mourait, lui-même, à 40 ans, il avait 11 femmes. Il n'a pas eu d'enfant. Et donc, c'est tout un problème. Et Naba Tanga qui dit, c'est moi le chef actuel de la famille de Dim de l'Obsom. Je suis le fils aîné, prince héritier de son petit frère qui est devenu chef de Sao après lui. Et la famille est divisée. Une partie se retrouve à Surgoubila. Et je ne voudrais pas mourir sans que la famille soit réconciliée. Et il y a beaucoup de problèmes autour de Dim de l'Obsom. Je viens vous voir. Faites des enquêtes. La famille est à votre disposition. Faites des enquêtes. Faites tout. Venez où vous voulez dans le royaume. Rencontrez qui vous voulez. Mais faites en sorte que quand je vais mourir, la famille aura retrouvé son unité. Et voilà comment je me suis retrouvé sur une piste et des plus importantes, puisque c'est le chef même de Sao, père coutumier de Dim de l'Obsom, parce que lui, il est le fils du petit frère, même père, même mère. C'est d'ailleurs le seul petit frère de Dim de l'Obsom. Et j'ai commencé mes enquêtes. J'ai été à Sao plusieurs fois. J'ai rencontré 2, 3 femmes qui étaient là. Et tout s'est très bien passé. Il y a son grand frère, le petit frère, un autre petit frère, mais pas de même mère. Un autre petit frère de Dim de l'Obsom. Dim de l'Obsom nommé. En fait, son grand frère a été nommé avant lui. Chef de Sao. Mais Dim de l'Obsom, prince héritier, du fait qu'il a eu des problèmes avec tout le monde, a commencé avec le gouverneur,
à l'époque, 1940, la Haute-Volta n'existait pas. Créée en 1919, supprimée en 1927, la Haute-Volta allait être reconstituée en 1947. Donc 1940, la Haute-Volta n'existait pas. Et pour la petite histoire, je porte à votre connaissance que Manega, c'était la frontière nord de la Côte d'Ivoire. Donc Ouagadougou faisait partie de la Côte d'Ivoire. Et tout, au-delà de Manega, c'est le Soudan français, aujourd'hui Mali. Et tout. Alors donc, la Haute-Volta était divisée. Et ça n'existait pas. Et du fait que Dim de Lossom ne s'entendait pas avec le gouverneur, on l'a affecté à faire Kessidou. Le père meurt, et il vient après, bon, après l'enterrement, il retourne et après, on décide de nommer un chef. Son petit frère, celui qui suit, comme je ne dis pas de ma mère, dit mais mon grand frère, il ne va pas quitter ses hauts postes de l'administration pour venir rester à Sao. Nommez-moi. Et on l'a nommé. 3 ans après, Dim de Lossom vient et dit que mon Ronaba, je veux le trône de mon père. La raison est simple, on ne peut pas nommer un roi, un chef, sans consulter le prince héritier. Il faut enlever son bonnet pour moi. Et voilà la situation dramatique. On a décoiffé celui-ci et on a coiffé Dim de Lossom, qui est devenu le chef, Nabakoutou, le roi fer. 83 jours après son investiture, c'est le 13 juillet 1940, et le 13 juillet, il est mort. Merci beaucoup à Maître Frédéric Titenga Passeri pour son témoignage sur Dim de Lossom, donc Nabakoutou, le roi fer de Sao. On parle de son histoire tout au long de cette semaine, donc ne vous en faites pas. À partir de demain, on aura l'extrait 2 du témoignage de Maître Passeri. Merci de votre fidélité. Pour la suite, on va s'informer et on feuillette les jours. Et nous nous informons aujourd'hui avec Alphonse Ouitrago. Bonjour Alphonse. Bonjour Madame Nikiema, bonjour à toutes et à tous. Les titres d'abord. Oui. Au Koudou-Ouaga, au début, les gens avaient peur de l'insécurité. C'est donc lié à la page 5 du journal. Dans sa rubrique Autant le dire, le journal écrit Barsalgo, c'est un véritable défi que les terroristes nous lancent. Une réflexion à lire donc à la page 2. Attaque terroriste à Barsalgo toujours. Il est temps pour nous Burkinabés de nous ressouder davantage. C'est à lire donc à la page 3. Palais de justice de Bobo, ça fonctionne au ralenti. Toumonseni dans la Comoué et à Sainte-Thieba, le fonctionnaire qui fait confiance à la terre, c'est un article à lire à la page 7 du journal. Le journal Le Quotidien, à sa une ce matin, on peut lire une interview de Nikiebo Nkambi, président de l'UNPCB, entamée par là l'Union nationale des producteurs de coton burkinabé. C'est à lire à la page 6, il déclare: pour retrouver notre première place, il est impératif d'investir dans la recherche et le développement, d'améliorer les variétés de coton. Attaque de Barsalgo, le gouvernement invite les Burkinabés à rester soudés. Route nationale numéro 1, le gouverneur de la région de la Boukou de Mohonde autorise le trafic, la reprise du trafic. Procès en appel, Vincent Dabilou écope de 11 ans de prison, dont 6 fermes. C'est un autre titre du journal. Le journal Aujourd'hui au Faso affiche donc une photo de Monseigneur Théophile Nari, évêque de Kaya, et écrit Barsalgo, 2 jours après l'attaque, deuil diocésain, prix d'homme de prière et d'adoration.
l'Église catholique donne de la voix. Une analyse donc à lire à la page 6 du journal. Toujours dans ce quotidien, on peut lire procès en appel de Vincent Dabelougo, l'ex-ministre, l'ex-président du NTD écope de 11 ans de prison, dont 6 fermes et une amende de plus de 3 milliards de francs CFA. Coopération, le Danemark ferme ses ambassades au Mali et au Burkina, nous annonce donc le journal. L'État reprend les mines de Bongo et de Ouaillon dans les cascades, c'est-à-dire à la page 12 du journal. Le journal L'Observateur Palga, lui, nous parle ce matin de la tragédie de Barsalgo et nous informe qu'une collecte de sang a été donc initiée pour sauver les blessés. Sur le même sujet, le journal nous annonce d'une journée de deuil diocésaine demain à Kaya, c'est à lire à la page 4 du journal. Verdict, procès en appel, affaire Vincent Dabelougo, l'ex-ministre des Transports, écope de 11 ans de prison, dont 6 fermes. MD, président de l'association Utile, entretien avec un VDP de l'environnement, et c'est à lire à la page 13 du journal. Terminons avec le journal Le Pays. Le Pays. Dans sa livraison de ce matin, on peut lire à la une, attaque de Barsalgo, le gouvernement promet une réponse de taille. Procès en appel du ministère public contre Vincent Dabelougo et autres, l'ex-ministre condamné à 11 ans de prison, dont 6 fermes. Axe Hérédogo, Bobo de Lasso, le trafic a repris, nous annonce Le Pays. Tribunal de grande instance Ouaga 1, Adama Sigri porte plainte contre des magistrats pour diffamation. Toujours dans ce quotidien, on peut lire crise sécuritaire et humanitaire au Burkina. Le PNUD réaffirme son soutien au gouvernement. Merci bien, Alphonse, pour ces titres. On débute la phase commentaire avec l'affaire l'ex-ministre qui est condamné à 11 ans de prison, dont 6 ans ferme. Tout à fait. L'ex-ministre des Transports, Vincent Dabelougo, c'est une affaire qui aurait duré pratiquement 2 ans. Et l'année passée, c'est-à-dire en 2023, le 17 août, l'affaire avait donc connu son dénouement, je pourrais dire ainsi, parce que on avait donc jugé et condamné les mises en cause, mais ils ont interjecté appel. Et depuis cette date, l'affaire était donc au niveau de la cour d'appel donc de Ouagadougou. Et c'est cette affaire qui vient de connaître donc son dénouement, si on peut le dire ainsi, parce que le tribunal statuant publiquement et contradictoirement a donc reconnu Vincent Dabelougo coupable pour certains faits qui lui sont donc reprochés. Et en conséquence, lui comme certains autres mises en cause ont donc été reconnus coupables. Sigé Ousmane, par exemple, lui, il a écopé donc d'une peine d'emprisonnement de 9 ans, dont 4 ans ferme, et une peine d'amende de 395 millions de francs CFA. Malik Kwanda, une peine d'emprisonnement de 9 ans, dont 4 ans ferme, et une peine d'amende de 308 millions 700 000 francs CFA. Vincent Dabelougo, l'ex-ministre des Transports, lui, il écope donc d'une peine d'emprisonnement de 11 ans, dont 6 ans ferme et une peine d'amende de 3 milliards 175 millions 858 000 francs CFA. Et il faut dire que le parti, le NTD, a donc été suspendu pour toute activité politique pendant 5 ans. Et ces personnes qui ont donc été reconnues coupables sont appelées à payer, en tout cas, l'amende qui a été donc demandée. En tout état de cause, ce qui a été donc retenu pour recouvrer ce qui est demandé, c'est que leurs immeubles et leurs meubles sont mis donc à concurrence pour que la somme exigée soit vraiment retrouvée pour qu'on puisse payer l'amende. Donc, grosso modo,
c'est une situation qu'on pourrait dire qui vient de connaître son dénouement. Et c'est un procès pédagogique parce que au moment des faits, ces personnes qui ont été donc reconnues coupables étaient vraiment à des positions stratégiques au niveau donc du ministère des Transports et militaient pratiquement dans le même parti. Donc ils ont utilisé leur position pour en tout cas faire ces détournements, financer leur parti, faire beaucoup de choses. Et on pourrait dire que ça interpelle plus d'un, que vous soyez ministre ou vous soyez DG, il faut mettre en avant l'intérêt supérieur de la nation. Le denier public n'est pas un bien personnel, malgré votre position, malgré les avantages que vous avez. Je pense que c'est un procès pédagogique. Et ce dossier, comme d'autres dossiers d'ailleurs, doit en tout cas connaître le dénouement, parce que ce n'est pas le seul dossier. En tout cas pour ce qui concerne donc les infractions liées donc aux crimes économiques, financement occulte, je pense que c'est un verdict interpellateur. On passe au deuxième sujet, l'axe Ouagabougou, de nouveau accessible et praticable. Oui, c'est le gouverneur donc la région de la Boukoudoumoun qui annonce cela. Hier, à travers donc une note, le gouverneur annonce donc la reprise du trafic sur l'axe Ouagabougou-Dulasso, qui avait donc été donc suspendu depuis quelques jours. Après les pluies diluviennes, le pont était submergé, des concessions qui étaient même aux alentours ont donc été vidées de leur population, d'autres étaient dans des écoles. C'est pour dire que le trafic n'était plus possible. Et après la suspension de quelques jours, le conseil que aujourd'hui l'eau qui en tout cas qui coulait, l'eau qui passait, qui avait submergé le pont, on commence à avoir une position adaptée pour le trafic routier. C'est pour cela que le gouverneur de la région, la Boukoudoumoun, annonce donc la reprise, et bien entendu avec des conditions, parce que ceux qui sont privilégiés sont les véhicules poids lourds qui peuvent en tout cas passer aussi facilement. Les autres véhicules et les gens à deux roues sont guidés avec les forces de l'ordre sur place qui essaient en tout cas d'aider les populations. Donc c'est pour dire que malgré la reprise, il faut rester toujours prudent. Surtout que hier par exemple il a plu. Si en tout cas la quantité de pluie est tombée à Ouagadougou, c'est la même en tout cas au niveau de cette partie de Burkina, c'est-à-dire que il faut être toujours prudent. Il faut suivre les consignes qui sont données sur place. Bien sûr, merci bien. Et on s'intéresse à l'attaque de Barsalgo, le gouvernement qui invite les Burkinabés à se souder. Oui, le gouvernement qui invite les Burkinabés à se souder, à rester soudés parce que le jeu en vaut la chandelle. Une tragédie où il y a eu des tueries, des blessés, et ce qui a mené le chef de l'État à dépêcher donc une équipe, une délégation gouvernementale à Kaya pour en tout cas affirmer sa solidarité, sa compassion envers donc les blessés, les victimes. C'est pour dire que c'est un moment d'horreur, c'est un moment tragique, mais déjà ce qui est fait dans la foulée, ça nous réconforte parce que la promptitude des agents de santé autour donc des blessés, ça déjà c'est à saluer parce que selon les informations, tous ceux-là qui en ont été appelés à rejoindre le service, ils ont répondu de façon spontanée et le secours est donc apporté donc à ces blessés-là pour qu'en tout cas ils puissent se rétablir aussi rapidement. L'autre chose, c'est la collecte de sang initiée dans la foulée qui a eu donc un écho favorable parce que que ce soit dans les groupes WhatsApp ou sur les réseaux sociaux, nous avons donc entendu ces messages-là qui est en tout cas d'apporter le soutien à ces blessés en commençant par donner son sang. Je pense que ça aussi, le secrétaire parlera dans sa livraison de ce matin, en parle parce que c'est quand même important.
Au-delà de ça, le réconfort, des messages de réconfort, en tout cas de solidarité, affichés, affirmés envers donc ces blessés, tous ces victimes-là. Je pense que tout cela est à saluer. Et c'est ensemble qu'on pourrait vraiment sortir donc de cette situation. C'est pour cela que le ministre appelle donc à la solidarité agissante, appelle donc les Burkinabés à se souder. Parce que ce n'est pas le moment d'accuser X ou Y, mais c'est le moment vraiment d'entrer dans l'introspection, de chercher ensemble des solutions, parce qu'il n'y a pas cette solution magique qui viendrait d'une seule personne, mais c'est en conjuguant les efforts qu'on peut arriver à venir à bout donc de ce terrorisme. Et sur le même sujet, l'évêque de Kaya annonce un deuil diocésain. Tout à fait, c'est l'évêque Monseigneur de Kaya, l'évêque Théophile Naré, hier à travers donc une note, a été plus ou moins clair parce qu'il a dit que ce qui est arrivé donc s'est passé à Barsalgo après l'attaque. C'était donc une attaque ignoble qui touche l'ensemble des Burkinabés et particulièrement la région et surtout le diocèse de Kaya. Et il ajoute que en tout cas les fidèles ou en tout cas tous ceux qui relèvent donc de du diocèse de Kaya, il y a des gens qui ont peut-être un proche ou plusieurs personnes qui sont touchées donc par cette attaque et de ce fait là c'est un moment d'entrer donc en deuil pendant 4 jours à partir du 28. C'est pour dire qu'à partir de demain que c'était quand même suffisant, voilà, qu'on essaie vraiment de penser à ceux qui sont tombés, à ceux qui sont dans des moments de convalescence, en tout cas de penser à tous ceux-là qui sont touchés donc par cette attaque. Et en conséquence, ces moments de deuil sont donc mis à profit pour la prière. Il faut prier, il faut demander des messes pour que les blessés se rétablissent, pour le repos de ceux qui sont disparus, sont partis, pour en tout cas faire en tout cas des vœux pour apaiser les cœurs, pour faire changer les cœurs. Parce que ce qui s'est passé, ce n'est pas un fait qui vient de nulle part, c'est un fait des hommes. Si des hommes peuvent se lever, aller tuer, massacrer des populations de cette façon, blesser des gens, ça veut dire que ils sont donc, il faut prier pour ces personnes. Il faut prier pour ces personnes pour que leur cœur change. Encore que c'est des gens qui ont été mis dans des situations, en tout cas certains parmi eux sont dans ces rangs-là par contrainte, par dépit. Donc il faut prier pour ces personnes pour qu'ils changent d'avis et leur façon de faire. Donc ça c'est très important. Il faut aussi prier pour que nous, populations qui attendons, qui n'attendons que la quiétude, que nous puissions vraiment avoir un cœur uni, c'est très important. C'est quand vous n'avez pas la même vision, c'est quand vous ne vous entendez pas que l'ennemi peut profiter. Donc, et il n'y a que par l'invocation de la Vierge Marie, en tout cas, faire des chapelets communautaires, ça va terminer par un chemin de croix. Voilà, c'est-à-dire à la fin donc, de ce moment de deuil là, ils vont terminer, ils ont demandé aux fidèles de terminer avec un chemin de croix pour en tout cas demander cette main de Dieu pour sortir donc de cette situation. Je pense que c'est de son ressort et ça c'est quand même à saluer. C'est à saluer. Oui. Que Dieu nous assiste. Merci. Merci beaucoup Alphonse. En attendant, nous allons tourner dans quelques villes d'affaires pour découvrir les couleurs du temps. C'est dans la météo. Nous recevons pour vous aujourd'hui Monsieur Somaïla Diallo. Il est le directeur du Centre de formation professionnelle aux métiers émergents Bangrnoma. Bonjour à vous, Monsieur Diallo. Bonjour, madame. Bienvenue sur notre plateau. Merci beaucoup. Merci à vous d'être là. Alors, Monsieur Diallo, on parle de ce centre-là.
venir avoir des plans à moindre coût parce qu'il y a des réductions, c'est une promotion. Alors, depuis quelle année le centre existe, M. Diallo? Donc, merci à tout le personnel de Savane Média. Merci aux auditeurs et également merci à nos partenaires. Il faut dire que le centre de formation professionnelle au métier émergent Bangré Noma est un centre agro-sylvo-pastoral et halieutique, mais qui évolue également dans l'environnement. Donc le centre a été créé en mai 2023 dans le but de vraiment améliorer tout ce qui est comme insuffisance dans le secteur agro-sylvo-pastoral et halieutique. Ok. Et qu'est-ce que vous êtes fixé comme objectif en créant un tel centre où on parle d'agriculture, environnement, élevage? Et c'est toujours pour pallier à la demande, parce que vous allez voir que présentement, nous sommes beaucoup plus focalisés sur d'autres activités, tout en oubliant que l'agriculture et l'élevage sont les piliers mères de notre économie. Et comme objectif, le centre de formation professionnelle au métier émergent, c'est dit de pouvoir en tout cas dispenser des formations professionnelles certifiantes, diplômantes et qualifiantes dans les domaines d'intervention comme l'agriculture, la pisciculture, l'aviculture, la cuniculture, la colombiculture et également un volet arboriculture qui s'en charge vraiment de l'environnement. Également, nous avons comme objectif également de mettre en place un mécanisme de formation école-entreprise. Il ne faut pas apprendre les gens à produire et à ne pas pouvoir écouler leurs produits. Donc, nous faisons également une formation école-entreprise pour pouvoir permettre à ces acteurs-là de mieux s'en sortir. Ok. Et je vois que pour les durées de formation, au niveau de votre centre, c'est vraiment moins. En 6 mois, on peut sortir bien formé de ce centre. Ok, effectivement, il faudrait dire que dans le centre de formation professionnelle au métier émergent Bangré Normand, nous avons 2 types de formation. Il y a la formation continue et la formation initiale. Les formations continues sont des formations modulaires. Par exemple, imaginons un monsieur qui est là, qui fait par exemple la pisciculture, mais qui n'a pas de notions de base. Il peut venir peut-être faire 6 mois de formation pour mieux renforcer ses capacités, surtout en production du poisson marsan ou surtout sur la reproduction artificielle des poissons comme le poisson-chat, où la personne également peut être en activité et puis venir peut-être se former de façon pratique, parce que c'est nous faisons plus de pratique que de théorie et moins de vidéoconférences. Voilà, nous avons l'autre formation qui est la formation initiale qui va démarrer d'ici, et le diplôme ça sera le fermier agricole, mais c'est s'occuper. Et le s'occuper là c'est pour 2 ans. Donc ça c'est vraiment la formation. Voilà. Complète, on va le dire. Vous n'avez jamais fait le métier, mais vous vous intéressez par exemple à l'agriculture, à l'élevage. Vous venez pour 2 ans. Voilà, ça par exemple, la personne peut peut-être vraiment faire. C'est un diplôme technique que la personne peut avoir et peut-être même aller s'intégrer à l'État. Parce que c'est un diplôme reconnu par le ministère des Sports. Maintenant que le ministère est un peu basculé, sinon normalement, avant c'est le ministère des Sports qui gérait ça. Maintenant, il y a un autre ministère qu'on a créé pour l'enseignement technique. Donc avec ce diplôme, vous pouvez au moins, en tout cas, aller vous intégrer dans l'État. Alors, c'est autant d'activités, ce qu'on peut voir. Donc, on va revoir encore ensemble les images de votre centre. Vous allez nous expliquer à travers les images, ce que vous y faites encore. On a, monsieur Diallo, on regarde ensemble à l'écran. Là, on a des jardins. Voilà. C'est ça. Donc, il faut voir, c'est le plan de masse. Le plan de masse, c'est comment on a occupé le centre. Et cet espace-là, c'est l'espace réservé aux pépinières, ça veut dire les plantes fruitées et les plantes endogènes. Et là, nous avons au moins pas moins de 200 000 plantes disponibles et de toute variété.
D'accord. Est-ce que au niveau de votre centre, on a parlé d'élevage, on a parlé d'agriculture, il y a des gens aussi qui peuvent venir se former pour être des environnementalistes, par exemple? Voilà, il faut dire que bon, présentement, il y a plusieurs volets connexes. Voilà, quelqu'un peut venir peut-être apprendre comment on fait également l'arboriculture, comment on entretient une plante, et quelles sont les techniques phytosanitaires qu'on peut utiliser pour protéger les plantes. Et également, toujours dans ce volet, il y a l'agro également business, l'agro-business sur la transformation de ces produits. Là, vous allez voir par exemple le néré, et vous allez voir que le fruit est utilisé pour la consommation, mais les graines également sont utilisées pour la transformation du sumbala, ainsi de suite. Et d'autres personnes peuvent venir également et connaître comment on peut tailler les fleurs, comment on peut entretenir les fleurs, ainsi de suite. Comment également on peut décorer peut-être un site ou bien un terrain avec ces plantes-là, ainsi de suite. Donc je pense que nous sommes disponibles, et tous ceux-là qui veulent ces formations, nous avons des techniciens qualifiés qui peuvent en tout cas les conduire vers en tout cas la bonne direction. D'accord. C'est un centre qui propose assez de filières. Mais est-ce que pour, par exemple, votre prochaine rentrée, quelles sont les filières qui seront disponibles pour les formations de 2 ans, par exemple? Voilà, donc c'est comme je le disais, présentement nous avons plusieurs filières, mais comme c'est le début, on a ouvert pour cette année une filière seulement qu'on appelle le fermier agricole. Le fermier agricole, c'est pour dire que c'est du foutou, c'est du foutou parce qu'il y a l'agriculture et puis l'élevage, mais on essaie en tout cas de faire une corrélation entre les deux pour dire que si la personne arrive au moins à faire l'élevage ou l'agriculture, il y a le fumier des animaux qu'on peut utiliser pour l'agriculture. Et s'il produit du maïs, le maïs peut être utilisé pour nourrir les poulets, ainsi de suite. Donc voilà pourquoi on a dit que bon, nous allons ouvrir d'abord la filière fermier agricole. Et voilà, donc, et vous allez voir également même la pisciculture, l'eau est utilisée également pour irriguer les plantes, pour irriguer la production végétale. Donc vous voyez un peu, on ne perd rien. On ne perd rien, tout se transforme, chez vous. Et pour revenir notamment au projet que vous avez avec ce centre, c'est vrai que pour cette rentrée, vous avez parlé donc d'une filière qui sera ouverte. Mais je suppose que pour les formations, renforcement de capacité des 6 mois, ça c'est disponible à tout moment? Ça c'est disponible, même si vous venez ce matin. Et parce que, bon, il faudra comprendre que notre centre a une vision, et la vision est très longue. Parce que nous voulons être une référence d'ici 2030. Et comme étant en tout cas parmi les écoles professionnelles, nous voulons être en tout cas parmi les meilleurs d'ici 2030. Maintenant, la formation chez nous, il n'y a pas que c'est lundi, c'est mardi, même les week-ends, nous recevons des retraités, nous recevons également en tout cas des personnels ou des gens qui se disent qu'ils sont en tout cas un peu chargés. Et il suffit seulement de passer au centre et de prendre le régime qui vous convient. Sur les métiers émergents. Okay. Il faut dire qu'avant tout ça, nous avons des projets en cours. Il y a un programme de bourse de formation dans les filières agro-silvopastorales et halieutiques au profit des populations vulnérables. Voilà, tout ce qui est comme les veuves et puis les orphelins des FDS et VDP tombés sur le champ de combat. Et nous sommes en collaboration avec le ministère des anciens combattants, le ministère de la Défense et également le ministère également de l'Action humanitaire. Nous sommes en collaboration pour démarrer ce projet tantôt. Donc ça veut dire, on reste sur ce projet, on continuera tout à l'heure. Ça veut dire que l'idée pour vous, c'est pouvoir former donc ces personnes victimes d'attaques terroristes qui, pour certaines personnes, ont perdu peut-être leur mari ou leur femme, pour d'autres aussi leur père. C'est de les former sur un métier. Sur un métier. Okay. Parce que vous savez, bon, si on va continuer toujours à donner des sacs de riz,
donner du sucre, bon, je ne pense pas que ça peut résoudre le problème. C'est dans ce sens que notre fondateur, M. Salif Ninkiema, qui est le fondateur du centre de formation professionnelle au métier Emerza Bangré Maman, a décidé vraiment d'aller dans ce sens. Il faut voir même le centre, l'histoire du centre, même c'est les déplacés qui ont créé le centre. Parce que nous, on voyait que bon, autour des feux, autour des voies, il faut à chaque fois donner 200 francs, et ainsi de suite. Et pourtant, mieux vaut d'apprendre un métier que de donner à manger à ces déplacés-là ou à ces personnes vulnérables, parce que ça ne pourra pas résoudre leurs problèmes. Et les jours où on ne sera pas à côté d'eux, ils ne pourront pas avoir en tout cas l'air pain qu'on avait l'habitude de les remettre. Donc c'est mieux de les apprendre un métier qui pourra les servir pour toute leur vie. C'est important. Également, on a d'autres projets. Le projet de placement de jeunes diplômés et qualifiés en stage auprès des entreprises du secteur informel dans la ville. Donc il faut dire qu'il y a des jeunes qui ont déjà fini. Et par exemple, tu vas voir un jeune qui a fait son master en comptabilité, mais jusqu'à présent, ça ne va pas. Donc, nous essayons de les placer dans les entreprises au niveau du secteur informel, en collaboration évidemment avec ceux du secteur informel, pour que ces jeunes-là puissent au moins avoir la main en attendant, en tout cas, que les portes soient ouvertes pour eux. Également, nous avons des programmes d'immersion et de visites écotouristiques que nous avons également planifié pour aussi créer un cadre récréatif pour peut-être les enfants et ainsi de suite, d'autres personnes. Et nous avons reçu en tout cas pas mal d'écoles dans notre centre et même l'association des chauffeurs qu'on a reçu dans notre centre, parce que si vous venez chez nous, vous allez voir que on a beaucoup plus misé sur tout ce qui est comme la production végétale pour mieux agrémenter en tout cas l'environnement. Et l'autre programme, il y a un programme de coaching pour entrepreneurs agricoles et partage d'expérience, surtout avec quelques partenaires dont nous avons en tout cas au niveau du centre. Et on comprend que vraiment votre centre, ce sont les métiers, ce qu'on peut faire tout de suite et maintenant avec justement la main, donc la formation professionnelle. Est-ce que, parlant toujours donc des projets, je vois sur votre brochure qu'il y a génie civil. Est-ce que c'est déjà disponible ou encore c'est des projets à venir? Donc, c'est juste pour vous dire que bon, il y a deux sites, nous avons deux sites. Okay. Le premier site, c'est le site où on fera beaucoup plus l'agro-sylvo-pastoral et halieutique. Il y a un deuxième site au niveau du contournement et là-bas c'est le BTP. Voilà, mais le BTP sera ouvert d'ici, peut-être l'année prochaine. Okay. Nous verrons en tout cas la mise en place. Comme c'est un projet, ça s'exécute au fur et à mesure. Bien sûr. Voilà. Alors, maintenant, parlons donc de la foire que vous avez initiée et qui se déroule actuellement. Donc, je pense que c'est jusqu'au 7 septembre. Voilà, jusqu'au 7 septembre. D'accord, au niveau donc de Savane Média. Si vous voulez, le terrain qui fait face à Savane Média, il y a une foire des plantes qui s'y déroule et c'est justement piloté par le centre Bang Norma. Monsieur Diallo, pourquoi vous avez initié cette foire des plantes? Ok, donc il faut dire que le centre de formation professionnelle au métier Emerza Bangré Norma a vraiment une vision pour le Burkina, parce que nous évoluons vraiment avec la situation actuelle du pays et nous voyons qu'il y a tellement la déforestation avec les trucs fonciers et ainsi de suite. Donc il faudrait au moins qu'on puisse organiser une foire pour au moins rappeler nos amis, nos frères que nous devrons encore protéger notre environnement, protéger nos forêts, ainsi de suite. Et cette foire-là a pour objectif de vendre, d'exposer les produits, mais de sensibiliser également les Burkinabés en tout cas à revenir vraiment sur l'environnement et mieux en tout cas protéger nos écosystèmes. Maintenant, qu'est-ce qu'on retrouve au sein de la foire en face de Savane Média? Comme on le disait, ce que nous avons envoyé ici, c'est peut-être le tiers de ce qui est au centre. Ouais. On a au moins 30 000 plantes de variétés différentes qu'on va exposer durant ces 2 semaines.
Et je pense que si vous venez, nous avons beaucoup plus misé sur les plantes endogènes, les plantes de chez nous, qui sont en voie de disparition. Mais également, on a combiné avec d'autres plantes fruitées et des plantes également décoratives, selon le besoin, en tout cas de tout un chacun. Nous savons qu'en ville, il est très très compliqué d'utiliser beaucoup plus les plantes fruitées, vu vraiment, un peu la précarité ou soit la disposition des enfants qui peuvent au moins jeter des pierres ainsi de suite. Mais au moins si tu as une ferme ou bien des vergers, tu peux venir au niveau de l'exposition et puis faire le choix de tes plantes. On voit que vous, à travers les images aussi, c'est plusieurs variétés comme vous l'avez dit, et il y a des plantes rares à trouver aussi. Bon. Au niveau donc de l'exposition. Donc vous allez retrouver des plantes, par exemple si vous n'avez jamais vu donc la plante qui produit la cola, il faut y aller pour découvrir. Oui, oui, en fait, merci beaucoup. Il faut dire que l'exposition, c'est juste ça. C'est pour dire aux gens qu'il y a des plantes. Peut-être que les gens vont dire que c'est disponible, mais c'est à combien de kilomètres vous allez parcourir pour l'avoir. C'est ça. Avec l'insécurité, également avec les histoires de parcelles, ainsi de suite, des trucs fonciers. Donc vous allez voir que pour avoir ces plantes-là, il faut parcourir des kilomètres et des kilomètres. Et que nous voyons que ici c'est nous pouvons avoir peut-être, si vous voulez, le baobab, néré, et plusieurs variétés que vous voulez. Si vous passez au niveau de l'exposition, vous allez voir que vraiment des plantes en voie de disparition sont disponibles chez nous. Et même dans le centre, on a également notre bosquet, et il n'y a pas un arbre peut-être endogène. Ça veut dire un arbre de chez nous que tu vas chercher et tu ne vas pas le voir dans le centre de formation professionnelle au métier émergent Bangré. Vous avez misé sur les arbres de chez nous, mais vous avez également présenté les arbres qu'on a l'habitude, ou les fruits qu'on a l'habitude de voir ailleurs. Il y a des cacaoyers, voilà, des bananiers que vous pouvez prendre aussi. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous exposez donc au sein de la foire, mais vous faites en même temps une réduction pour ceux qui viennent acheter. C'est surtout ça, parce que on a fait, il y a des plantes même, c'est déjà promo. Si vous venez par exemple le goyavier, citron, pomme, cannelle et d'autres plantes, on a fait de telle sorte que le prix soit accessible. Et c'est comme je l'ai dit hier à un vieux qui est venu pour acheter. Il a dit, si une personne même vient ici pour acheter une plante et il n'arrive pas à l'avoir, si j'ai vraiment les moyens, je le ferai parce que je sais l'importance qui s'y trouve. Voilà. C'est vraiment bien. Mais sinon, la plante peut être, le plan, on peut l'avoir à partir de combien par exemple? Peut-être des idées de prix? À partir de 1000 francs. À partir de 1000 francs. À partir de 1000 francs, vous pouvez avoir une plante à aller mettre. Voilà, donc je pense que c'est pas la somme là qui intéresse beaucoup plus le centre. Le centre veut vraiment promouvoir tout ce qui est comme l'économie verte, assister en tout cas le gouvernement dans une initiative également de la protection de l'environnement. Et nous sommes même en collaboration avec le ministère de l'Environnement qui a parrainé même l'activité. Et on sait aussi que sur place, vous pouvez retrouver des légumes bio. Moi j'ai fait un peu mon marché hier là-bas, c'est pour ça que vous avez vu justement ma photo. Et on peut avoir des tomates bio, donc du piment bio, sur place également de la papaye. Il y a aussi l'igname, ainsi de suite, d'autres produits, même le maïs, le poisson frais, ainsi de suite, tout est disponible. Alors, merci beaucoup, Monsieur Diallo. On tend vers la fin de notre entretien. On va réexpliquer où est-ce qu'on peut retrouver justement le centre Bangré au niveau donc de Ouagadougou. Ce n'est pas loin du rond-point de la transition, il me semble. Donc, le centre de formation professionnelle au métier émergent n'est pas caché. Et nous sommes un peu à moins de 1 km du rond-point de la transition. Si après le rond-point, vous allez voir une station Shell. Et à partir de la station Shell, vous allez voir notre plaque qui indique le centre. Et il faut tourner pour y aller. Il faut tourner à partir de la station, à partir de la droite. Vous allez voir la plaque là, qui vous indique. Après la plaque, à moins de 300 mètres, vous allez voir une école maternelle André-Marie. Et à partir de là-bas,
vous verrez un terrain, un espace vert où on produit des briques et des pavés. En votre face, si vous regardez, vous allez voir notre bâtiment R+3 et le toit là est vert. Donc c'est à l'intérieur seulement. De toute façon, on va donner les contacts aussi. Alors, Monsieur Diallo, on a parlé de formation. Est-ce qu'on peut avoir aussi une idée des prix au niveau du centre ou bien il faut contacter le centre, par exemple pour les formations en renforcement de capacité, les 6 mois, ensuite carrément pour la rentrée prochaine, pour les 2 ans de formation. Ok, pour ce qui est de la formation, par exemple les formations continues, les 3 jours de la formation s'élève à 25 000 francs. Ça c'est pour les 3 jours. Tous les 3 jours de formation. Et vous allez voir que dans ça, vous aurez un petit déjeuner et puis à la fin de la formation, une attestation et un arbre fruitier qu'on vous offre. Donc si vous voulez une formation de 1 mois, c'est 100 000. Et les 1 mois là, il y a le logement qui est là et la restauration, y compris les frais de formation. Et à la fin également, la personne aura une attestation. Mais ce qu'il faut retenir pour le centre de formation, c'est beaucoup plus les pratiques sur le terrain. Nous faisons plus de pratiques, 80% de pratiques et 20% de théorie. Ça veut dire que si on te dit que tout ce qu'on t'a dit en classe, c'est ce que tu vas voir sur le terrain. Donc c'est vraiment notre objectif que ceux qui se forment, si tu passes dans le centre là, si tu sors, que tu puisses en tout cas pouvoir aller débrouiller toi-même. Voilà, aller gérer ta ferme sans problème. Voilà, faut pas que ça soit des formations, de vidéoconférences. Chez nous, c'est le dial, quoi. C'est le dial. Mais en termes de langue aussi, est-ce qu'on a besoin de comprendre français pour venir à cette formation? Non, parce que l'objectif même du centre là, c'est quoi? C'est de former. C'est nos frères qui sont déscolarisés, c'est même qui ne sont même pas allés à l'école. N'importe quelle langue, si vous venez, vous allez voir qu'il y aura toujours un technicien à côté pour pouvoir vous assister. Sinon, la cible, c'est vraiment tout le monde. La cible, il n'y a pas qu'il y a élève ou mais il y a un diplôme. Non. Pour la formation continue, c'est ouvert pour tout le monde. Pour tout le monde. Donc, vous voyez même les retraités, voilà, il y a aussi les personnes vulnérables, les enfants, ainsi de suite. Présentement, nous avons un projet où le fondateur, M. Salif Ouninkiema, a recruté pas moins de 30 PDI que nous sommes en train de former, qui sont très ravis et qui sont très fiers et qui épousent même l'idée du fondateur parce qu'il se disait que vraiment, bon, avec le fait de venir les donner du riz, de l'argent, ça ne pouvait pas résoudre leurs problèmes, mais le fait déjà qu'ils sont en activité, peut-être que d'autres étaient déjà en activité. Par exemple, si tu dis une personne de venir faire l'agriculture, il trouve que bon, en fait, l'agriculture que nous on fait, c'est... On ne dit pas que les pratiques qu'ils utilisaient n'est pas bonnes. C'est des bonnes pratiques, mais nous, on essaie de les dire que non, vous pourrez faire ça pour avoir mieux. Ce n'est pas la DABA, mais vous pouvez utiliser d'autres techniques, d'autres outils, ainsi de suite. C'est ce que le centre de formation vraiment veut se lancer pour pouvoir promouvoir en tout cas tout ce qui est comme l'insuffisance alimentaire au Burkina Faso. Merci beaucoup. Quel est le contact aussi du centre? Donc vous pouvez nous joindre à partir du fixe, le 25 50 88 et le 04. Et il y a également notre numéro Orange qui est le WhatsApp, le 57, le 86, le 36, le 56, le 78, le 99, le 14 et le 54. Donc vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook. Et vous écrivez seulement Centre de formation professionnelle au métier émergent Bangré Noma. Tout ce que nous avons fait depuis l'ouverture du centre, vous aurez en tout cas avant. Les informations. Merci beaucoup, M. Diallo. En attendant, on va inviter les populations à venir en face de Savane. Merci. Vraiment, on les invite à passer. Vous voyez déjà même qu'on a été immergé par une grosse pluie la nuit. Donc, c'est la période idéale pour la plantation. Donc, on les demande vraiment de venir chercher leurs plantes et aller les faire rapidement avant que la bonne période ne passe. Merci beaucoup. Merci.
Je rappelle que nous recevions comme invité M. Soumaïla Diallo. Il est le directeur du Centre de formation professionnelle aux métiers émergents Banganoma. Donc, merci beaucoup d'être passé sur notre plateau. Merci à vous. Merci. Merci à vous aussi d'avoir suivi l'entretien qui s'achève maintenant. On marque une petite pause et on revient. Nous recevons pour vous aujourd'hui, pour cette chronique, M. Sibiri Keno. Il est professeur de SVT à Komsilega. Bonjour à vous, M. Keno. Oui, bonjour, madame. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Alors, aujourd'hui, on parle du ramassage du sable sur la voie publique, dans les quartiers également. Quelles peuvent être les conséquences? On va écouter d'abord les avis des populations à travers ce micro-trottoir et on revient pour la phase commentaire. Vraiment, ce n'est pas une bonne chose parce que si on ramasse le sable sur la voie, ça laisse des trous et ça, ce n'est pas bien. Moi-même, je suis à Samandin et je vois des gens qui ramassent. Ici à Sissin aussi, je vois des gens qui ramassent. Mais à Samandin, on peut parler parce que c'est notre quartier. Mais ici, nous ne pouvons pas parler. Si tu parles, on va te dire que tu n'es pas dans ton quartier. Donc, tu ne peux rien dire. Sinon, ce n'est pas une bonne pratique. Nous voyons des gens qui ramassent ici. Vraiment, ce n'est pas bien. Sinon, en ces temps de pluie et les gens ramassent le sable sur la route, ce n'est pas une bonne chose. Certaines personnes, si tu leur dis de ne pas ramasser, ils te disent qu'ils cherchent leur pain quotidien. Mais si toi aussi tu ne dis rien et tu passes, ça va devenir des trous. Ça sera un problème pour tous. Si par exemple tu transportes un malade, la circulation sera difficile, que ce soit à moto ou à vélo, c'est difficile. N'en parlons pas d'une voiture. Dans certains endroits, on ne peut même pas passer. Selon nous, ce n'est pas une bonne chose, parce que si on ramasse le sable sur les routes, ça laisse des trous. L'eau traîne et ça amène des moustiques, donc ça rend la vie pénible, ça provoque le palu. Si nous aussi on voit les enfants ramasser le sable sur la route, on les chasse et les empêche de ramasser. Nous demandons que toute personne qui voit de telles pratiques, qu'il les empêche, parce que c'est pour le bien de tous. De mon point de vue, ce n'est vraiment pas une bonne pratique. Même ce matin, je me plaignais devant quelqu'un qui ramassait le sable devant ma porte. C'est sur une route qu'il ramasse. Je lui ai dit de ne plus ramasser. La route est dégradée et c'est devenu un trou. Et j'ai moi-même cherché de la terre pour essayer de boucher ces trous. Mais ils viennent toujours ramasser et je me plains. Moi-même, je pense que si le gouvernement déléguait des personnes qui vont se rendre dans les nouvelles parcelles des promoteurs immobiliers, dans les zones périphériques, parce que c'est là-bas qu'ils ramassent plus et ça gâte les routes. Et quand il pleut, ça ne fait qu'élargir les trous et ça devient difficile de boucher ces trous plus tard. Moi, je pense que ce n'est pas une bonne chose. Ça n'aide pas pour le développement du pays. Si tu vois et tu veux parler, ils te disent que la route ne t'appartient pas, que eux aussi, ils cherchent leur pain quotidien. Pourtant, ce n'est pas une bonne chose. Mais nous ne savons pas quoi dire pour que les gens comprennent. Nous disons merci à Cynthia Zungrana, également à Jamila pour ce micro-trottoir. Et merci beaucoup aussi à vous, fidèles téléspectateurs, à vous, population, qui avez donné vos opinions. On en parle sur ce plateau avec M. Keno. M. Keno, ramassage du sable pendant surtout cette période de pluie-là. Ça, c'est vraiment la réalité. Dès que la saison de pluie s'installe, que ce soit les enfants, les personnes âgées souvent, donc des adultes aussi, souvent des hommes, des jeunes, ça donne notamment au ramassage du sable, que ce soit à l'intérieur des quartiers, aux abords des voies, dans les fossés. Alors, qu'est-ce qui conduise, qu'est-ce qui les motive justement à cette opération, on peut le dire? Alors, merci bien. Alors, la question du ramassage du sable et dans les villes
Et c'est une question préoccupante. Et la motivation principale, c'est l'argent. Vous avez le Wagalais notamment, il a sa phrase fétiche. Alors, nous faisons ça pour avoir à manger, pour payer les frais de scolarité des enfants, alors pour soigner les enfants, pour prendre soin de la famille. Voilà, c'est ça le motif. Donc, c'est pour gagner l'argent. Parce que c'est pour aller vendre ou bien pour une utilisation personnelle. Dans tous les deux cas, c'est pour gagner ou économiser de l'argent. Voilà, donc c'est ça. Mais puisqu'on sait que le sable, c'est cette roche-là qui sert à la construction et utilisée dans les constructions, voilà, de tout genre. Donc, les gens ramassent le sable pour aller vendre. Et ça, la motivation première. Alors, est-ce que c'est une pratique aussi conforme ou contraire à nos lois en vigueur au Burkina? Alors, laissons d'abord les questions de loi. Alors, on va peut-être voir plus tard qu'il y a des conséquences sur, par exemple, la circulation routière, ou sur la santé des populations, ou sur la sécurité des populations. Et quand c'est comme ça, et vous convenez avec moi que c'est d'abord une question d'éthique, de morale. Alors, par exemple, quand vous sortez, même sur le goudron, il y a des gens qui sont en train de racler le sable avec des pelles. C'est vrai, peut-être qu'on va dire que ça soulage le goudron quand il y a trop de sable, c'est pas bien. Mais c'est pas la bonne manière parce que pendant que les gens circulent, vous êtes avec des pelles, des brouettes en train de ramasser, de traverser la voie. Vous voyez ce qu'on peut avoir comme conséquence. Les accidents, voilà, il y a ces risques-là. Maintenant, l'autre aspect, quand vous prenez les voies non goudronnées, alors, les gens partent, ils raclent, et les abords, et aujourd'hui ils raclent, demain ils raclent, ça donne de la force à l'eau, et l'eau vient maintenant détruire les voies là. Voilà, donc il y a ces aspects-là. Voilà, donc ça fait que ça a des conséquences. Et quand il s'agit de lois, et je pense que je n'ai pas la disposition correctement, mais quand vous prenez certaines mairies, il y a certaines mairies qui font sortir des communiqués, ou bien en tout cas une notification pour les populations. Je sais qu'à Komsilra, les semaines écoulées, et ça a été fait, voilà, pour demander aux populations de s'abstenir de ces genres de pratiques-là, parce que ça dégrade les voies, ça dégrade et en tout cas et les terrains, et ce n'est pas bien pour nos villes. On reste aussi sur les conséquences, surtout au niveau des quartiers. On a aujourd'hui des zones périphériques ou des zones d'habitation spontanée appelées communément non loties, où souvent même les voies sont difficiles d'accès. Et dans ces zones-là, on remarque que ce soit des enfants, des adultes aussi, ça donne souvent à des ramassages du sable, ça crée des trous forcément. Justement, parce que c'est vrai qu'on parle du sable, mais même les autres agrégats, et le gravier, et plein de choses, voilà, les gens ramassent. Et il y a des conséquences. Il y a des conséquences parce que quand vous prenez, deux fois, vous voyez une retenue d'eau comme ça, et quand il pleut, et vous voyez des enfants, pendant la pluie même, qui sont à l'intérieur en train de faire sortir le sable. Il y a déjà les risques de noyade. En tout cas, la sécurité des enfants là est menacée. Voilà. Il y a aussi le fait que quand vous avez des voies qui ne sont pas bonnes et que vous vous adonnez au ramassage des agrégats, vous donnez plus de force à l'eau. Voilà. Et quand c'est comme ça, ça va encore creuser le fossé. Et ce qui était peut-être un petit passage pour l'eau, ça peut devenir un marigot, en tout cas. Et on va crier qu'on veut un pont, alors qu'on pouvait ne pas arriver à ça. C'est ça. Voilà, c'est un peu ça. Et dans nos villes, ou si vous voulez, sur les grandes voies ou dans les quartiers, on voit souvent aussi que ça cause des dommages à nos engins. Ah oui, parce que quand, par exemple, les gens ils creusent aux abords des voies, ils creusent à l'intérieur des quartiers, ça veut dire que quand le passage n'est pas en forme, alors vous allez voir que ça joue sur les engins, ça joue sur la sécurité routière, et ce n'est pas bien. Et tout ça, c'est la cause de certains accidents et de la circulation routière.
Et vous allez voir aussi certains voisins du quartier se dire, bon, c'est pas devant ma cour qu'on est en train de racler du sable et autres, des usagers aussi qui ne disent rien, alors que ça peut affecter tout le monde. Oui, c'est la complicité qui n'est pas bien là. Voilà, c'est silence qui n'est pas bien. Voilà, quand quelque chose n'est pas bien, il faut qu'on dénonce et il faut qu'on soit unanime. Voilà, quand c'est des enfants du quartier qui le ramassent, je pense que les parents, les gens du quartier peuvent se voir pour demander aux enfants de s'abstenir de telles pratiques. Parce que les enfants, ils viennent de certaines maisons. Oui, bien voilà, sûr. et c'est des maisons connues. Voilà, et quand on fait une rencontre pour ça, je pense qu'on peut arriver à stopper le phénomène ou à réduire les conséquences. Alors, parlons maintenant de stopper le phénomène ou des solutions. Selon vous, que font les mairies, par exemple, ou que devraient faire les mairies face à de telles pratiques? Alors, je sais que, comme j'ai évoqué tantôt, alors, les mairies, voilà, ils essaient de faire ce qu'ils peuvent, alors de communiquer, en tout cas des notifications à la population pour leur demander de s'abstenir de telles pratiques, de ramasser les sables aux abords des voies et au vu des conséquences. Et généralement, ils signifient les conséquences pour rappeler aux gens que c'est pour leur bien. Voilà, mais on ne devrait pas s'arrêter là si on a par exemple la police municipale qui peut tourner, sensibiliser et des fois faire payer des amendes, ça peut aider. Voilà, c'est ça. Parce que sensibiliser, c'est bien, mais à un certain moment, il faut des mesures plus fortes pour contraindre les gens à respecter un peu ces dispositions. Voilà. Les familles aussi, je pense que les familles devraient emboîter le pas, voilà, pour que ça puisse cesser. De toute façon, ces enfants-là viennent de chez nous, comme on le dit. Donc, si on les interdit de ramasser, bon, c'est sûr que quand même, ils ne ramasseront pas. Maintenant, comment faire pour avoir du sable en dehors de ces pratiques de raclage du sable sur la voie? Voilà, donc ce que je voulais dire, c'est que la mairie a déjà des gens qui s'occupent des voies pour l'entretien de la ville. Ils ont des ouvriers pour ça. C'est vrai qu'on peut dire que ce n'est pas suffisant, ça ne couvre pas tous les quartiers, mais on va plaider pour qu'ils puissent le faire correctement. Voilà, sinon, et si c'est le sable est disponible. Il y a des gens dont c'est la tâche. Il y en a qui amènent le sable des campagnes, des provinces pour vendre. Et il y a des endroits de stock de sable qui sont bien connus. Quand on veut le sable, on peut aller là-bas. Maintenant, quand on est en commune rurale, par exemple, alors je sais qu'il y a des gens qui ont des brousses, des forêts où il y a bien le sable, on peut aller ramasser. Là-bas, ce n'est pas interdit. C'est quand c'est aux abords des voies, à l'intérieur des concessions, et quand on ramasse et puis ça détruit les 6 mètres hautes, c'est ça que la mairie interdit généralement. Voilà, donc, dans tous les cas, même si on ne fait pas ça, on aura bel et bien du sable, et il suffit de s'adresser à ceux qui sont commis à cette tâche-là, la vente du sable. Il y a beaucoup de stocks dans la ville de Ouagadougou comme ailleurs. Vous pouvez en avoir. Oui. On vous dira que c'est pour la pitance quotidienne. on ramasse parce qu'on veut vendre pour avoir quelque chose, mais pensez aussi à l'avenir surtout. Et je pense aussi qu'avec tous ces problèmes en lien avec des maladies qu'on peut avoir et tout, être tout le temps aussi au contact du sol, des eaux et tout, ça peut entraîner des maladies. Ça, c'est vraiment logique. Oui. Merci beaucoup, Monsieur Keno, et merci pour ce thème. Et on vous permet de dire un mot sur votre conférence que vous organisez, conférence de rentrée. Oui, et l'activité, c'est les conférences sur l'éducation de Komsilga, en abrégé CONFEC. Voilà, et cette activité se tient pour la 3e édition, et c'est le samedi 7 septembre 2024, voilà, au niveau de Komsilga, le lycée Bon Pasteur de Komsilga. Donc, des enseignants, des écrivains vont exposer, des enseignants qui font l'artisanat vont exposer, et tout ça, ça devrait contribuer à motiver les enfants et les parents d'élèves et à faire confiance, et faire davantage confiance à notre système éducatif. Ensemble, on va renforcer ce système-là qui est beaucoup critiqué aujourd'hui. D'accord. Merci beaucoup et bon préparatif. Merci beaucoup. Merci d'être passé. Alors, on dit merci aussi aux téléspectateurs de Bonjour le Faso, puisque on mettra un point final à l'émission maintenant. Merci de nous avoir suivis. Le rendez-vous est pris pour demain, mercredi, pour d'autres aventures de Bonjour le Faso. En attendant, prenez soin de vous et surtout profitez de cette journée et que Dieu vous protège. Allez,